Il y a longtemps, bien avant l'homme, Lucifer eut l'ambition de se faire l'égal du Très-Haut, insensé péché d'orgueil que Dieu punit en créant les enfers. Il précipita ce fiefé rebelle et ses acolytes dans cet abîme de profondes ténèbres. Il grimaçait, gémissait. Quand son courroux s'apaisa, Dieu proposa aux emmurés de creuser quelques lucarnes pour pouvoir observer le ciel. Le Seigneur n'avait-il donc aucune conscience de l'humiliation de ces démons, de leur haine à l'égard des hommes nouvellement créés? Ils attisèrent la fournaise. Des volutes de feu déchiraient le manteau terrestre, des délires incandescents jaillissaient çà et là, des brumes se refermaient sur le sol soudain couvert de cloques. Du haut de son trône, l'Éternel s'amusait de cette débauche d'énergie qui créait un paradis sur terre. Il demanda seulement à ses fidèles séraphins d'apaiser de leur souffle ces flammes à la vertu purificatrice. Quand les issues de l'antre se refermèrent à jamais sur cette arrogance diabolique, un bouillonnement de fureur menaça d'éteindre le brasier infernal. Par une fissure, Dieu laissa échapper un violent chagrin. On dit que cet œil, ce lac, à la transparence mystérieuse, s'est empli des larmes de Lucifer. Certaines conditions, par des temps par exemple un peu orageux, il y a vraiment une espèce de beauté un peu sombre, un peu ténébreuse du lac Pavin qui est vraiment très, très particulière et qui est très, très touchante. Le Pavin a presque développé un système de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre il y a des milliers d'années, puisqu'il héberge un système qui contribue à faire qu'il n'émet pas de méthane dans l'atmosphère. Et ça, c'est vraiment un écosystème original et particulier de ce point de vue-là, qui a probablement intérêt à valoriser dans le futur. On parle bien sûr maintenant et de manière tout à fait normale de préserver la diversité. Alors souvent pour le commun des mortels, on fait allusion à la diversité des grandes espèces emblématiques. Mais il faut penser aussi à la préservation de la diversité microbienne. On n'y pense pas naturellement parce que les microbes, on ne les voit pas. Mais ce sont probablement eux sur Terre qui représentent la plus grande diversité en termes d'espèces, voire aussi de biomasse. Et si des espèces microbiennes disparaissent, ce sont des activités, des métabolismes qui vont disparaître. C'est un patrimoine génétique qui va disparaître en même temps. Donc il y a intérêt, l'homme a intérêt à préserver tous les écosystèmes, même les écosystèmes microbiens où l'on ne voit pas les êtres vivants. Parce que derrière, il y a un potentiel de vie incroyable qui bénéficie bien sûr à l'être humain, mais aux animaux, aux végétaux, à l'ensemble de la vie sur la planète. Actuellement, il y a à peu près 5 millions, je parle tout organisme confondu, hein, sur la planète, il y a à peu près de l'ordre de 4 à 5 millions d'espèces qui ont été décrites. Or, d'après les expériences que l'ensemble des scientifiques conduisent, on estime que le nombre d'espèces présentes sur la planète, c'est entre 10 et 100 millions d'espèces. Vous voyez un petit peu la largeur de l'incertitude, entre 10 et 100 millions. Or, sur ces possibles 100 millions d'espèces, on pense qu'il y en a entre 90% et 95% qui sont des micro-organismes.
L'ensemble des lacs et l'ensemble des zones donc aquatiques superficielles ont vraiment une caractéristique par rapport aux autres écosystèmes, c'est que ce sont les seuls écosystèmes où la très grande majorité de ce qu'on appelle la biomasse, c'est-à-dire l'ensemble des organismes vivants, est de nature microbienne. Quand vous regardez un lac, vous ne voyez pas d'organisme pratiquement à l'œil nu. Bon, sauf si vous voyez passer une truite ou un omble chevalier ici, mais sinon vous ne voyez pas d'organisme. Donc c'est vraiment une spécificité de ces milieux-là qu'on appelle des milieux pélagiques, aussi bien en eau douce, donc pour les lacs, ou en milieu marin. L'essentiel de la biomasse est une biomasse microbienne. Donc ce qui veut dire que dans ces écosystèmes-là, eh bien, vous avez une biodiversité qui est essentiellement liée aux micro-organismes. Or, en fait, on a isolé ou on a identifié, je ne sais pas, quelques centaines d'espèces. C'est-à-dire on connaît peut-être actuellement entre 1 et 5% des espèces microbiennes présentes dans des milieux tels que celui-ci. Donc vous voyez l'ensemble de la tâche qui reste vraiment à accomplir. Les micro-organismes dits pathogènes qui provoquent des maladies ne représentent qu'une infime, j'insiste, une infime partie du monde microbien. C'est quelques espèces pathogènes parmi des milliers d'autres espèces qui nous sont profitables et indispensables, il faut employer le mot indispensable à notre vie. Dans une goutte d'eau, vous avez plusieurs millions de cellules de micro-organismes qui cohabitent, qui interagissent et qui sont en fait à la base du fonctionnement du lac. Alors naturellement, ces micro-organismes qui sont à la base du fonctionnement du réseau trophique du lac vont alimenter des chaînons supérieurs, c'est-à-dire que dans le lac, vous avez ces micro-organismes qui sont essentiellement des bactéries et donc des microalgues, et puis qui vont alimenter des organismes qui, eux, sont constitués de plusieurs cellules, qui sont ce qu'on appelle le zooplancton métazoaire, et eux-mêmes vont servir de nourriture à des poissons, avec ici une spécificité quand même liée aux caractéristiques de ce lac, c'est la présence de l'omble chevalier. Mais ce n'est pas le seul poisson du lac, il y a aussi des truites, il y a aussi des perches, et un certain nombre d'autres espèces de poissons. Donc si vous voulez, l'essentiel de la biomasse, l'essentiel de la diversité dans un lac de ce type-là, dans la zone supérieure, c'est quand même lié aux micro-organismes. Quand vous voyez un lac comme ça pris dans un entonnoir, il y a très peu de prise aux facteurs extérieurs et notamment très peu de prise au vent. Et donc il y a très peu de brassage et de mélange des eaux. Et c'est ce qui explique en fait que le lac est donc constitué de deux couches d'eau. Une couche superficielle, enfin de surface, qui va de la surface jusqu'à peu près 60 mètres, qui est une couche qui va être oxygénée, qui va être mélangée. Et puis une couche qu'on appelle le monimolimnion, une couche profonde, qui elle va à peu près de 60 mètres jusqu'au fond du lac, et qui elle est totalement dépourvue d'oxygène, et qui va donc permettre le développement d'un ensemble de micro-organismes tout à fait particuliers et extrêmement intéressants. Et donc le fait qu'il y ait une couche profonde qui n'est jamais mélangée avec les eaux de surface en permanence, c'est ce qui caractérise un lac méromictique. Et en fait, en France métropolitaine, c'est le seul lac de ce type-là, donc c'est vraiment un site expérimental tout à fait particulier. Cette partie profonde héberge, c'est-à-dire de manière apparemment paradoxale, une vie très abondante, qui est composée uniquement de micro-organismes, mais ces micro-organismes sont très abondants, parce qu'on en trouve plusieurs millions par millilitre d'eau. Et ces micro-organismes sont très particuliers puisqu'ils sont capables de se développer en l'absence d'oxygène. Au-delà de cette diversité d'espèces, au-delà de cette diversité taxonomique, il faut aussi imaginer une grande diversité de fonctions où les différentes espèces microbiennes ont des activités différentes. Il y a un mot qui caractérise bien la vie microbienne, c'est aussi le mot équilibre. Dans les écosystèmes, les différents micro-organismes ont appris à vivre en bonne entente, dans un bon équilibre, qui repose justement sur la diversité des espèces et sur la diversité des activités. Et c'est cet équilibre qui fait qu'un écosystème peut être durable. Et je crois que l'homme, dans la construction de sa société, devrait s'inspirer davantage du monde microbien. Il y a là donc des conditions environnementales qui sont telles, c'est-à-dire une absence d'oxygène permanente, une absence de lumière. Et donc là des espèces qui sont pourtant
très importantes en termes de densité, en termes d'activité, donc qui ont développé des métabolismes tout à fait particuliers et qui sont tout à fait originales. Et donc une des questions vraiment actuellement passionnantes, vraiment stimulantes, c'est de se dire, mais est-ce que ce qui est dans le fond de ce lac, ça n'est pas un petit peu à l'image de ce qu'il y a eu au début de l'évolution de la vie? Est-ce qu'on n'est pas là dans des conditions qui sont un petit peu semblables au début de l'origine de la vie sur Terre? Très clairement, on est vraiment qu'au début de nos recherches sur cette zone profonde du lac. Nos recherches, je le disais tout à l'heure, sont récentes, elles datent d'une petite dizaine d'années. Quand on les a débutées, c'était vraiment la boîte noire, au sens strict du terme. Et on peut dire que presque tout reste à découvrir. Nous, on peut servir des mécanismes que mettent en œuvre les micro-organismes pour se développer dans des conditions particulières, pour éventuellement nous en servir dans le cadre de biotechnologie, pour de la bioremédiation, pour de la dépollution par exemple. Donc il y a un potentiel de bioremédiation important au niveau du lac Pavane. Donc peut-être imaginer d'utiliser ces micro-organismes pour dépolluer des sites ou des biotopes contaminés par diverses molécules toxiques. Ça serait vraiment dommage que par les actions humaines, on accélère cette dégradation en fait, des eaux qu'on appelle l'eutrophisation. Cela dit, il existe sans doute des mesures qui sont relativement simples à prendre, hein, ce qu'on appelle des mesures agri-environnementales, hein, qui pourraient ou qui peuvent se faire dans le cadre par exemple de la gestion liée à un parc régional, au parc régional des volcans d'Auvergne par exemple, où on met autour d'une table l'ensemble des parties prenantes pour ce qui concerne l'utilisation potentielle de ce lac, et on décide d'un certain nombre de mesures qui seront destinées à préserver un milieu qui est vraiment emblématique pour la région Auvergne, non seulement évidemment pour les scientifiques, mais pour l'ensemble de la population.